Bonsoir, bienvenue sur La Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais reprendre tout de suite Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci encore. Je puis parler ainsi tranquillement sans offenser personne. Je ne dois rien aux partis de droite et ils ne me doivent rien non plus. Il est vrai que de 1908 à 1914, j'ai appartenu au camelot du roi. En ces temps révolus, M. Maurras écrivait dans son style ce que je viens d'écrire, hélas, dans le mien. La situation de M. Maurras à l'égard des organisations bien pensantes de l'époque, qui ne s'appelait pas encore nationale, était précisément celle où nous voyons aujourd'hui M. le colonel de la Roque. On ne peut pas se le rappeler sans mélancolie. Nous n'étions pas des gens de droite. Le cercle d'études sociales que nous avions fondé portait le nom de cercle Proudhon, affichait ce patronage scandaleux. Nous formions des vœux pour le syndicalisme naissant. Nous préférions courir les chances d'une révolution ouvrière que compromettre la monarchie avec une classe demeurée depuis un siècle parfaitement étrangère à la tradition des aïeux, au sens profond de notre histoire et dont l'égoïsme, la sottise et la cupidité avaient réussi à établir une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois. Lorsque les deux chambres unanimes approuvaient la répression brutale des grèves par M. Clemenceau, l'idée ne nous serait pas venue de nous allier, au nom de l'ordre, avec ce vieux radical réactionnaire contre les ouvriers français. Nous comprenions très bien qu'un jeune prince moderne traiterait plus aisément avec les chefs du prolétariat, même extrémistes, qu'avec des sociétés anonymes et des banques. Vous me direz que le prolétariat n'a pas de chef, mais seulement des exploiteurs et des meneurs. Le problème était justement de lui donner des chefs, assurer que nous étions par avance qu'il n'irait pas respectueusement les demander à M. Waldeck-Rousseau ou à M. Tardieu, qu'il ne les choisirait pas parmi des renégats du type de M. Hervé ou de M. Doriot. À la Santé, où nous faisions des séjours, nous partagions fraternellement nos provisions avec les terrassiers, nous chantions ensemble tour à tour Vive Henri IV ou l'Internationale. Drummond vivait encore à ce moment-là, et il n'y a pas une ligne de ce livre qu'il ne pourrait signer de sa main, de sa noble main, si du moins je méritais cet honneur. J'ai donc le droit de rire au nez des étourdis qui m'accuseraient d'avoir changé. Ce sont eux qui ont changé, je ne les reconnais plus. Ils peuvent d'ailleurs changer sans risque, les témoins irrécusables sont presque tous sous la terre, et Dieu sait s'ils les font parler, les morts. Quel bruit de volière! Il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite. Il n'y a pas de peuple de gauche ou de peuple de droite, il n'y a qu'un peuple. Tous les efforts que vous ferez pour lui imposer du dehors une classification conçue par les doctrinaires politiques n'aboutiront qu'à créer dans sa masse des courants et contre-courants dont profitent les aventuriers. L'idée que je me fais du peuple ne m'est nullement inspirée par un sentiment démocratique. La démocratie est une invention d'intellectuels au même titre après tout que la monarchie de M. Joseph de Maistre. La monarchie ne saurait vivre de thèse ou de synthèse, non par goût, non par choix, mais par vocation profonde, ou, si vous préférez, par nécessité. Elle n'a jamais le temps de définir le peuple, elle doit le prendre tel qu'il est. Elle ne peut rien sans lui. Je crois, j'écrirais presque, je crains qu'il ne puisse rien sans elle. La monarchie négocie avec les autres classes qui, par la complexité des intérêts qu'elles défendent et qui débordent le cadre national, seront toujours en quelque mesure des États dans l'État. C'est avec le peuple qu'elle gouverne. Vous me direz qu'elle l'oublie parfois. Alors elle meurt. Elle peut perdre la faveur des autres classes. Il lui reste la ressource et de les opposer les unes aux autres, de manœuvrer. Les besoins du peuple sont trop simples, d'un caractère trop concret, d'une nécessité trop pressante. Il exige du travail, du pain et un honneur qui lui ressemble, aussi dépouillé que possible de tout raffinement psychologique, un honneur qui ressemble à son travail et à son pain. Les notaires, huissiers, avocats qui ont fait la révolution de 1793 s'imaginaient qu'on pouvait remettre indéfiniment la réalisation d'un programme aussi réduit. Ils croyaient qu'un peuple, un vrai peuple, un peuple formé par 1000 ans d'histoire peut être mis au frais dans la cave en attendant mieux. Occupons-nous des élites, on verra plus tard. Plus tard, il était trop tard. Dans la nouvelle maison construite selon les plans du législateur romain, aucune place n'avait été prévue pour le peuple de l'ancienne France, il eût fallu tout jeter bas. Ce fait n'a rien de surprenant. L'architecte libéral ne s'était pas plus préoccupé de loger son prolétariat que l'architecte romain ses esclaves.
Seulement les esclaves ne formaient qu'un ramadillote de toute langue, de toute nation, de toute classe, une part d'humanité sacrifiée, avilie, leur misérable tribu était une œuvre des hommes. Au lieu que la société moderne laisse se détruire lentement, au fond de sa cave, une admirable création de la nature et de l'histoire. Vous pouvez naturellement avoir une autre opinion que la mienne, je ne crois pas que la monarchie eût laissé se déformer si gravement l'honnête visage de mon pays. Nous avons eu des rois égoïstes, ambitieux, frivoles, quelques-uns méchants. Je doute qu'une famille de princes français eût manqué de sens national au point de permettre qu'une poignée de bourgeois ou de petits bourgeois, d'hommes d'affaires ou d'intellectuels, jacassant et gesticulant à l'avant-scène, prétendissent tenir le rôle de la France, tandis que notre vieux peuple, si fier, si sage, si sensible, devenait peu à peu cette masse anonyme qui s'appelle un prolétariat. En parlant ainsi, je ne crois pas trahir la classe à laquelle j'appartiens, car je n'appartiens à aucune classe, je me moque des classes et d'ailleurs il n'y a plus de classe. À quoi reconnaît-on un Français de première classe? À son compte en banque? À son diplôme de bachelier? À sa patente? À la Légion d'honneur? Oh, je ne suis pas anarchiste. Je trouve parfaitement convenable que l'État recrute ses fonctionnaires parmi les braves potages du collège ou du lycée. Où les prendrait-il? La situation de ces messieurs ne me paraît d'ailleurs pas enviable. Croyez que si j'en avais le moyen, je ne penserais pas faire une grande faveur à un maréchal de village qui chante au feu de sa forge en le transformant par un coup de baguette magique en percepteur. Néanmoins, j'admets volontiers que ces gens-là soient traités avec plus d'égard que le maréchal ou moi-même, parce que la discipline facilite le travail, épargne le temps de celui qui commande et de celui qui obéit. Lorsque vous vous trouvez devant un guichet au bureau de poste, j'espère que vous ne discutez jamais avec le préposé. Vous attendez modestement qu'il se souvienne de vous, à moins que vous ne vous permettiez d'attirer son attention par une petite toux discrète. Si le préposé interprète cette attitude ainsi qu'un hommage rendu à son intelligence et à ses vertus, que voulez-vous? Il a tort. Notre classe moyenne commet un peu la même erreur. Parce qu'elle fournit la plupart des agents de surveillance ou de contrôle, elle se prend volontiers pour une aristocratie nationale, croit compter dans ses rangs plus de chefs. Non pas plus de chefs, plus de fonctionnaires, ce n'est pas la même chose. Lorsque j'écris qu'il n'y a plus de classe, remarquez-le, j'interprète le sentiment commun. Il n'y a plus de classe parce que le peuple n'est pas une classe, au sens exact du mot, et les classes supérieures sont peu à peu fondues en une seule à laquelle vous avez donné précisément ce nom de classe moyenne. Une classe dite moyenne n'est pas non plus une classe, encore moins une aristocratie. Elle ne saurait même pas fournir les premiers éléments de cette dernière. Rien n'est plus éloigné que son esprit de l'esprit aristocratique. On pourrait la définir ainsi. L'ensemble des citoyens convenablement instruits, aptes à toute besogne, interchangeables. La même définition convient d'ailleurs parfaitement à ce que vous appelez démocratie. La démocratie est l'état naturel des citoyens aptes à tout. Dès qu'ils sont en nombre, ils s'agglomèrent et forment une démocratie. Le mécanisme du suffrage universel leur convient à merveille parce qu'il est logique que ces citoyens interchangeables finissent par s'en remettre au vote pour décider ce qu'ils seront chacun. Ils pourraient aussi bien employer le procédé de la courte paille. Il n'y a pas de démocratie populaire, une véritable démocratie du peuple est inconcevable. L'homme du peuple n'étant pas apte à tout, ne saurait parler que de ce qu'il connaît, il comprend parfaitement que l'élection favorise les bavards. Qui bavarde sur le chantier est un fainéant. Laissé à lui-même, l'homme du peuple aurait la même conception du pouvoir que l'aristocrate, auquel il ressemble d'ailleurs par tant de traits. Le pouvoir est à qui le prend, à qui se sent la force de le prendre. C'est pourquoi il ne donne pas au mot de dictateur exactement le même sens que nous. La classe moyenne appelle de ses voeux un dictateur, c'est-à-dire un protecteur qui gouverne à sa place, qui la dispense de gouverner. L'espèce de dictature dont rêve le peuple, c'est la sienne. Vous me répondrez que les politiciens feront de ce rêve une réalité bien différente. Soit, la nuance n'en est pas moins révélatrice. Encore une fois, je n'écris pas ces pages à l'intention des gens du peuple, qui d'ailleurs se garderont bien de les lire. Je voudrais faire clairement entendre qu'aucune vie nationale n'est possible, ni même concevable, dès que le peuple a perdu son caractère propre, son originalité raciale et culturelle, n'est plus qu'un immense réservoir de manœuvres abruties, complété par une minuscule pépinière de futurs bourgeois. Que les élites soient nationales ou non, la chose a beaucoup moins d'importance que vous ne pensez. Les élites du XIIe siècle n'étaient guère nationales, celles du XVIe non plus. C'est le peuple qui donne à chaque patrie son type original.
Quelque faute que vous puissiez reprocher à la monarchie, ce régime avait su du moins conserver intact le plus précieux de son héritage, car même en plein XVIIIe siècle, alors que le clergé, la noblesse, la magistrature et les intellectuels présentaient tous les symptômes de la pourriture, l'homme du peuple demeurait peu différent de son ancêtre médiéval. Il est affolant de penser que vous avez réussi à faire du composé humain le plus stable une foule ingouvernable tenue sous la menace des mitrailleuses. On ne refera pas la France par les élites, on la refera par la base. Cela coûtera plus cher, tant pis. Cela coûtera ce qu'il faudra. Cela coûtera moins cher que la guerre civile. Les classes moyennes bien pensantes paraissent trouver très naturel que les démangeaisons impérialistes de M. Mussolini contraignent la France et l'Angleterre à d'énormes dépenses d'armement. Elles n'en veulent nullement à M. Mussolini. Ce n'est pas lui qu'elles tiennent pour responsable de l'accroissement de nos malheurs. Les réformes sociales sont cause de tout. Mais le peuple est entre les mains de dangereux aventuriers. Que faites-vous pour l'arracher de leurs mains? Cela viendra plus tard. Les temps nous manquent et d'ailleurs puisque les gauches exploitent la terreur que leur clientèle a du fascisme, nous exploitons la terreur que la nôtre a du communisme, c'est naturel. Au reste, le peuple ne croit guère à notre sincérité. En nous rapprochant de lui, nous perdrions infiniment plus de voix bourgeoises que nous ne gagnerions de voix prolétariennes. Bref, vous agissez momentanément vis-à-vis de la classe ouvrière ensemencée par le virus moscovite comme les services d'hygiène à l'égard des populations contaminées. En attendant d'avoir réglé la question du capitalisme, de la production, de la vie chère, décidée entre la formule de l'autarcie et celle de la liberté douanière, de l'étalon d'or ou de l'étalon d'argent, assurer la paix universelle sans parler d'autres problèmes à peine moins importants, vous laisserez le peuple cuire dans son jus? C'est vous qui parlez un langage démagogique. On n'entreprend pas des réformes sociales avec des caisses vides. Il fallait donc commencer lorsqu'elles étaient pleines. Pardon. Nous ne demeurons pas inactifs. Nous redoublons de propagande. Oui, lorsque le peuple pensera exactement comme vous, la question sociale sera bien près d'être résolue, et au moindre prix. Même avec des penseurs comme M. Doriot, je doute que vous meniez à bien une réforme intellectuelle du prolétariat calquée sur celle que le vieux Renan proposait jadis à la France. Saint Dominique avait rêvé quelque chose de semblable pour la chrétienté, une vaste restauration de la doctrine dont ses frères prêcheurs eussent été les ouvriers. À l'exemple des communistes d'aujourd'hui, les hérétiques de l'époque menaçaient les classes dirigeantes dans leur foi et dans leurs biens. Ces dernières ont vite réussi à faire comprendre au gouvernement que la foi pouvait attendre, mais que le salut de la propriété exigeait des mesures plus énergiques. En sorte que les prêcheurs ont fini par fournir les cadres d'une vaste entreprise d'épuration analogue à celle que j'ai vue fonctionner en Espagne et qui porte dans l'histoire le nom d'inquisition. Si les gens de droite prétendent utiliser la formule, ils signeront du même coup leur propre abdication. Mais s'il n'y a pas d'autre formule, tant pis. Nous commençons à comprendre que la paix militaire doit s'acheter tous les 20 ans par le sacrifice de quelques millions d'hommes. Si la paix sociale coûte aussi cher, c'est probablement que le système ne vaut rien. Allez-vous-en. Chapitre 2. Je n'avais pas vu que c'était chapitré, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée si près de la fin du chapitre la dernière fois. Excusez-moi. On me reproche volontiers de me montrer trop injurieux envers les gens de droite. Je pourrais répondre que ces brutalités sont systématiques, que j'attends d'elles un portefeuille dans le futur ministère d'Union nationale, aux côtés par exemple de M. Doriot. Je ne connais pas M. Doriot, je ne l'ai jamais entendu. Je sais seulement qu'il a parlé aux ambassadeurs avec un grand succès. Je sais aussi qu'au cours d'un bref passage à Paris, ne disposant que de peu d'heures, une très grande dame française dont je préfère taire le nom s'écriait aux applaudissements de ses belles amies « Allons voir M. Doriot d'abord !» et revenait enthousiasmée des bretelles légendaires de M. Doriot. « Quelle nature! Il doit changer de flanelle après chaque discours. Il paraît qu'elle est à tordre, ma chère. » Certes, je ne crois pas l'ancien chef des jeunesses communistes capable de grandes émotions poétiques, mais enfin il doit éprouver, peut-être à son insu, quelques sentiments de cette espèce lorsque du haut de l'estrade il voit devant lui les visages béants qu'il a si vigoureusement malaxés jadis de ses fortes poignes. Pas un de ces sots ou de ces sottes qui, au temps d'Abd el-Krim, n'ait tenu ce garçon pour un traître, à la solde de Moscou.
pas un ou pas une qui ne soit aujourd'hui résolu à lui confier les destinées de la patrie s'il le croit assez malin pour rouler ses anciens amis. Mais je ne ferai pas l'heureuse carrière de M. Doriot, ni celle de M. Millerand, ou celle encore du pèlerin de la paix. Je ne méprise pas, en effet, les gens de droite, du moins de ce mépris qu'ils aiment et où ils semblent se revigorer. Il y a certainement chez eux un curieux complexe, d'ailleurs très explicable lorsqu'on pense à leur excessif souci du « qu'en dira-t-on » de la respectabilité, analogue à la pudeur de toute physique des anglo-saxons, qui n'est pas pure hypocrisie, mais plutôt l'effet d'une timidité héréditaire entretenue par l'éducation, la réserve verbale, la muette complicité de tous. La dignité habituelle aux bien-pensants marquerait, plutôt qu'un éloignement naturel de la canaille, une secrète et anxieuse défense contre un penchant dont on n'ose pas mesurer la force. Si j'avais le temps d'écrire une physiologie du bien-pensant, je crois que j'insisterais beaucoup sur ce point. On parle sans cesse de bourgeoisie, mais il est vain d'appeler de ce nom des types sociaux très différents. Monsieur Tardieu, par exemple, est un bourgeois. 300 ans de bourgeoisie, comme il aime à dire lui-même. Pour un bourgeois de cette espèce, on trouverait 1000 braves gens dont les papas ou les grands-papas, les cousins et les cousines sont encore à la queue des vaches. Je n'écris pas ceci par raillerie. Dieu sait que je préférerais la compagnie de ces ruminants à celle du ministre à l'étincelant dentier. Mais c'est tout de même drôle, avouez-le, de rencontrer à tout instant des gaillards qui parlent de la lutte des classes avec des tortillements auriculaires, des soupirs et des airs navrés comme s'ils appartenaient vraiment à on ne sait quelle humanité supérieure, alors qu'une hâtive adaptation fait de la plupart d'entre eux des êtres socialement ématelos. De tels métis appartiennent évidemment au parti de gauche comme au parti de droite. Mais les traits de l'espèce me paraissent plus fortement accusés chez le bien-pensant qui se croit ou feint de se croire, ou travaille à se croire héritier d'une sorte de privilège spirituel et parle de son paquet de Shell ou de Royal Dutch comme un Montmorency de son apanage. S'il ne mettait à l'épreuve que la patience des gens de la haute, qui d'ailleurs s'apprêtent à épouser leur fille dès que la cote se montrera réellement favorable, vous pensez bien que je ne m'en soucierai guère, Dieu merci. Et d'ailleurs, les gens de la haute sont si bêtes qu'ils les ont depuis longtemps adoptés, dans l'illusion de se rapprocher ainsi du peuple, de marcher avec leur temps, précepte commun à tous les sédentaires. Peut-être jugent-ils leurs alliés plus solides, plus résistants. Grave erreur, car un citoyen a beau s'habiller de tweed chez le bon tailleur, s'honorer d'un poste administratif, avoir même hérité d'un père épargnant une maison de rapport dans le quartier des Ternes, une promotion trop récente à cette classe si mal définie qu'on appelle bourgeoisie. Qu'a-t-elle en effet de commun avec la bourgeoisie fortement enracinée de l'ancienne France, autorise à lui attribuer les tares et la fragilité de l'âge ingrat menacé par les maladies de l'enfance et de l'âge mûr. Et le mot ingrat est bien ici celui qu'il faut. À qui ces gens-là témoigneraient-ils de la gratitude? Ils se sont faits eux-mêmes, disent-ils. On les étonnerait beaucoup en leur représentant qu'ils ont des devoirs envers la classe dont ils sont sortis, ou triment encore les leurs. Ne laissent-ils pas à ces maladroits l'exemple et l'encouragement de leur chance? Qu'ils nous imitent, qu'ils se débrouillent. À peine sortis des immenses chantiers de la misère, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas secrètement tourmentés par la crainte de s'y voir retomber? L'homme de grande race ne croit risquer à une révolution que sa tête. Le petit bourgeois s'y perdrait tout entier, il dépend tout entier de l'ordre établi qu'il aime comme lui-même, car cet établissement est le sien. Vous ne pensez pas qu'il puisse voir sans haine les grosses mains noires qui le tirent en arrière par les pans de sa belle jaquette? Revenez à nous, frères. Savez-vous à qui vous parlez, canaille? Au secours, mon cher duc. Ma femme a tenu un comptoir tout près de celui de votre épouse à la dernière vente des dames traditionnalistes du faubourg Saint-Honoré, dont la devise est « Dieu est mon droit ». Quel anarchiste ce Bernanos, direz-vous. Pourquoi veut-il priver ces braves gens d'une innocente satisfaction d'amour-propre, puisqu'ils sont fiers de partager avec les élites la défense de l'ordre et de la religion? Bien sûr. Mais j'ai peut-être le droit d'avoir mon opinion sur la manière de défendre l'ordre et la religion. Dans le règne animal comme dans le règne humain, la lutte entre espèces trop proches prend vite un caractère de férocité. Vous croyez ces braves gens plus capables que vous de comprendre d'autres braves gens qui leur ressemblent? Ils se ressemblent, en effet,
d'où la gravité du malentendu qui les sépare. À l'effort qu'un homme fournit pour sortir de sa classe, on peut mesurer la puissance de sa réaction, parfois inconsciente, contre cette classe, son esprit, ses mœurs, car la seule cupidité ne saurait rendre compte d'un sentiment beaucoup plus profond, à la racine duquel on trouverait sans doute le souvenir encore cuisant de certaines humiliations, de certains dégoûts de l'enfance, blessures que plusieurs générations ne suffisent pas toujours à cicatriser. On peut sourire des protestations de la petite bourgeoise en lutte contre sa bonne. Ces filles-là ne sont pas de la même espèce que nous, ma chère. L'adjudant engagé semble éprouver la même déception devant l'homme de troupe, et si l'opinion du marchand de vin sur sa clientèle n'est pas non plus très favorable, celle de son fils, bachelier, sera nettement pessimiste. La démission des véritables élites a laissé se dresser peu à peu, en face du prolétariat ouvrier, un prolétariat bourgeois. Il n'a ni la stabilité de l'ancienne bourgeoisie, ni ses traditions familiales, moins encore son honnêteté commerciale. Les hasards de l'anarchie économique le renouvellent sans cesse. Il a ses manœuvres comme l'autre. Quel nom donner en effet à ce ramas de petits commerçants dont l'inflation d'après-guerre a démesurément grossi le nombre et que les faillites déciment en 20 chaque jour? Pourquoi d'ailleurs leur donner le nom de commerçants? Un commerçant jadis était le plus souvent un producteur. Les difficultés de l'approvisionnement, la rareté des marchandises, leur diversité en un temps où la fabrication en série n'existait pas, les exigences d'une clientèle habituée à se transmettre de génération en génération les plus humbles objets domestiques, le sévère contrôle de l'opinion provinciale, le jeu naturel des alliances et des amitiés, l'obligation d'obéir, au moins en apparence, aux préceptes du décalogue touchant le respect de la propriété d'autrui, faisaient du négoce un art. Aujourd'hui, n'importe quel va-nu-pied peut se vanter d'appartenir à la corporation pourvu que, locataire d'une boutique, il s'inscrive comme 10e ou 20e intermédiaire entre l'industriel qui se ruine pour produire à bas prix et le chaland imbécile dont le destin est de se faire voler. On a bien tort de juger sur la mine tel entre sordide, à la devanture vermoulue, à la glace défendue qui, chaque fois que s'en trouve la porte, jette sur le trottoir, avec le tintement du grelot fêlé, une odeur absurde d'oignon et d'urine de chat. L'observation de certaines toiles d'araignées, paradoxalement tissées dans des endroits en apparence inaccessibles même aux moucherons, démontre que la patience du guetteur a raison de tout. Il est certain que les trop brillants étalages éloignent les pauvres diables entretenus dans l'illusion, si attendrissante après tout, que le petit commerçant pratique le petit bénéfice. La preuve que ces hideuses trappes nourrissent l'insecte qui s'y tapit, c'est, depuis la guerre, l'étonnante multiplication des boutiquiers, phénomène dont vous pourrez aisément vous convaincre par la lecture du bottin. Oh, sans doute, la faillite guette le guetteur, et il ne mange pas chaque jour à sa faim. Mais il tiendra jusqu'au bout, dût-il, faute de crédit, s'approvisionner dans les boîtes à ordures. Je n'exagère nullement. Imaginez par exemple que cesse demain tout contrôle officiel des viandes de boucherie, quelle que soit votre indulgence pour le détaillant. Il vous faut bien convenir qu'on verrait bientôt s'épanouir au fond ténébreux des glacières toutes les floraisons de la pourriture. Mais que vous en conveniez ou non, qu'importe. Nous avons vu. Nous avons vu surgir, nous avons vu de nos yeux, nous avons vu surgir jadis dans les hameaux démantelés, sous les obus, le petit commerçant échappé pour quelques mois à la distraite surveillance des pouvoirs publics, à la jalousie des confrères et même aux reproches de la clientèle, car, entre nous, quels reproches attendent du haillonneux combattant des tranchées? Nous étions jeunes et beaucoup de ces gens-là avaient les cheveux gris, ils avaient aussi des filles. Nous les avons vus, ils tenaient, comme on dit, le bon bout. Notre seule revanche était qu'au coup dur, tout ravitaillement suspendu, la faim les obligeait à manger leurs propres conserves, la soif à boire leur vin pauvre d'alcool, mais riche en champignons et en moisissures. Ils se gonflaient alors d'une mauvaise graisse qui coulait en sueur grise sur leurs fortes joues, tandis qu'ils débitaient la bibine avec un méchant rire sur leurs dents sales. Car ils se cachaient à peine de nous mépriser, abreuvaient les gendarmes à nos frais, déploraient nos mauvaises mœurs et ne manquaient pas, chaque printemps, d'arborer à leur étalage, en prévision de la prochaine offensive, de hideuses couronnes mortuaires fabriquées probablement dans les prisons. Vous aurez beau me dire que le pourrissoir des guerres a toujours fait éclore de telles larves, c'est que vous ne les avez pas connus. Il ne vous est jamais arrivé de boire avec eux, la devanture close, entre leurs épouses tourmentées par les varices et leurs demoiselles aux relents puissants, le petit marc de l'amitié.
C'étaient des gens malheureusement dépourvus d'imagination et par conséquent peu accessibles à la compassion, mais ils n'avaient rien des détrousseurs de cadavres qui suivaient jadis les armées. Oh Dieu, ils n'auraient pas risqué la fusillade ou même 6 mois de prison. Ils étaient affamés d'estime publique, impitoyables pour la canaille, sévères aux jeunes gens qui gâchaient leurs sous, aux femmes qui ne se respectaient pas, aux débiteurs infidèles. Ne me demandez pas ce qu'ils sont devenus. Il serait tout de même assez vain de prétendre que ces gens-là sont morts le jour de l'armistice, non. L'inflation les dégorge, la déflation les ravale, soit. Vous ne les reconnaissez pas parce qu'ils ne se distinguent plus du troupeau. Ils n'étaient nullement des monstres. Les circonstances seules étaient monstrueuses et ils les subissaient ou plutôt ils y adaptaient le petit nombre d'idées générales dont ils pouvaient disposer. Ils y conformaient leur âme. La preuve qu'ils n'avaient rien des aventuriers ni des réfractaires, c'est qu'aussitôt pourvus, ils s'établissaient, mariaient leurs filles à des notaires. Après quoi, ils pensaient au passé comme un homme pense au temps de sa jeunesse, à ses amours. Tu te souviens, le stock de conserves de saumon refusé par l'intendance et racheté en douce à 6 sous la boîte l'un dans l'autre. Ça nous a rapporté 15 000 balles. Ils se conformaient, ils étaient conformistes, ils ne demandaient qu'à se conformer, ils n'attendaient que d'avoir les moyens, comme ils disent, d'avoir assez d'argent pour ça. Nous sortons de la légalité pour rentrer dans le droit, affirmait le 3e Bonaparte, fils d'Hortense, qui est bien l'un des types les plus curieux de l'histoire. Eux aussi sortaient du code à la faveur des bombardements pour rentrer dans l'honnêteté, la décence, ce qu'ils appellent la tenue. Hélas, les statistiques qui promettent tant de merveilles tombent en défaillance sitôt qu'on les presse un peu, à l'exemple de beaucoup de personnes de leur sexe. Il serait pourtant curieux de savoir combien de ces négociants sont retombés dans le prolétariat dont ils étaient sortis. Je les crois pour ma part fortement agrégés désormais aux classes moyennes. Le mépris qu'ils nourrissaient pour leur clientèle militaire, ils le reportent aujourd'hui sur l'ensemble des feignants qui pérorent dans les syndicats au lieu de faire comme eux, de travailler chacun pour soi, de se débrouiller. En un sens d'ailleurs, ils n'ont pas tort. Ils ont moins à craindre la dictature du prolétariat que l'organisation de cette classe, son avènement à la liberté, à l'indépendance, à l'honneur. Ils doivent tout à l'anarchie morale, mentale et sociale du dernier siècle, à la décadence des élites, à l'asservissement des travailleurs. Qu'un régime humain réussisse à incorporer ceci à la nation et l'absurde prestige du commerce, souvenir des temps révolus, ne sera bientôt plus qu'un mauvais rêve. Ou plutôt, le véritable commerce reprendra sa place, qui n'est pas petite aux dépens des intermédiaires qui épuisent la substance du peuple, fourmillent sur toute l'industrie libératrice comme des poux. N'importe lequel d'entre nous a eu l'occasion de s'entretenir avec quelques-uns de ces ouvriers spécialisés, dont la culture, évidemment empirique, est celle d'un petit ingénieur. Ne trouvez-vous pas inique que le dernier imbécile venu, pourvu qu'il ait les moyens de payer patente, puisse se considérer comme socialement supérieur au premier, parce qu'il prélève encore un bénéfice sur une marchandise dont le prix initial, trop réduit par rapport à l'énorme surcharge des commissions, finira par ne plus entrer en compte? Le prolétariat bourgeois, dont je viens d'esquisser la figure, n'a ni tradition ni principe, mais il a son instinct. Cet instinct l'avertit du danger qu'il court et que son sort est lié à toute réforme sociale profonde et qui le restituerait au néant. Les gens de droite, nationaux ou cléricaux, ont cru très malin de l'incorporer en masse aux classes moyennes, où il tiendrait, dans la fameuse guerre pour l'ordre, la place de l'infanterie. J'aime autant leur dire tout de suite qu'ils compromettent ainsi gravement la cause qu'ils prétendent servir, car ils engagent en faveur d'alliés qui n'ont rien à perdre qu'eux-mêmes des traditions précieuses et jusqu'au principe même de l'ordre, alors qu'ils ne peuvent en attendre qu'une résistance aveugle et haineuse à tout changement. S'il est un spectacle capable de faire vomir, c'est bien celui des monarchistes français mendiant les services de la démocratie sous sa forme la plus basse et d'ailleurs originelle, car ce qui submerge aujourd'hui les associations dites nationales, c'est précisément le public cher aux pionniers de la République radicale et ces fameuses couches profondes sur lesquelles on l'a vu germer. Je m'efforce de toujours parler sans ironie. Je sais bien que l'ironie n'a jamais touché le cœur de personne. Elle n'est elle-même trop souvent que le gémissement d'un cœur blessé. Voilà que se découvre au monde la tragédie sans commencement ni fin, parce qu'elle n'a ni sens ni but. Et du moins aucun but qu'on puisse avouer. La guerre du désespoir, alibi sanglant des partis réduits à l'impuissance, impuissants à créer rien,
les uns s'opposant à tout retour en arrière, les autres à toute marche en avant, mais les uns et les autres incapables de définir ou simplement de concevoir l'avant et l'arrière. Chacun se contentant de crier, la main sur le cœur, « Mes intentions, mes intentions !» Qu'importe que vos intentions soient bonnes, il s'agit de savoir qui les exploite. Et où sont donc vos intentions, entre nous, hommes d'ordre? Voilà qu'elles galopent sur toutes les routes de la terre. Vos bonnes intentions ont pris le mors aux dents. Vos bonnes intentions sont devenues folles. Allez, allez, vous aurez beau les siffler, elles ne reviendront pas. Le nationalisme, par exemple, élevé dans la vieille et indulgente maison lorraine de M. Maurice Barrès, nourri d'encre précieuse, quel chemin il a fait depuis jusqu'au Japon, jusqu'en Chine. C'est que les puissants maîtres de l'or et de l'opinion universelle l'ont vite arraché aux mains des philosophes et des poètes. Ma Lorraine, ma Provence, ma terre, mes morts. Il me disait, mes phosphates, mes pétroles, mon fer. Lorsque j'avais 15 ans, nous luttions contre l'individualisme, sacré des veines. Il était mort. Chaque nation d'Europe avait déjà au fond des entrailles un petit État totalitaire bien formé. Quiconque eût posé l'oreille à la hauteur de l'ombilic aurait sûrement entendu sauter son cœur. Et le libéralisme, Seigneur, de quelle verge nous avons caressé son dos, hélas, il ne se souciait plus de nos coups. Veillé par quelques académiciens en uniforme, il attendait dans le coma l'heure du trépas qui allait être annoncée par le premier coup de canon de la guerre. Bref, nos intentions étaient pures, trop innocentes. Nous aurions dû leur défendre de sortir seuls. Elles ont maintenant beaucoup servi. Je ne dis pas cela pour le plaisir d'embarrasser les docteurs. À quoi bon? Il est absurde de croire avec Jean-Jacques que l'homme naît bon. Il n'est capable de plus de bien que de plus de mal que n'en sauraient imaginer les moralistes, car il n'a pas été créé à l'image des moralistes, il a été créé à l'image de Dieu. Et son suborneur n'est pas seulement la force de désordre qu'il porte en lui, instinct, désir, quel que soit le nom qu'on lui donne. Son suborneur est le plus grand des anges, tombé de la plus haute cime des cieux. Certes, l'expérience de l'histoire n'est pas sans profit pour les légistes et les politiques, mais l'homme dépasse toujours, par quelque côté, les définitions par lesquelles on prétend le cerner. Du moins, l'homme dont je parle. Celui-là ne veut pas son bonheur comme il vous plaît de le dire. Il veut sa joie. Et sa joie n'est pas de ce monde. Ou, du moins, elle n'y est pas tout entière. Vous êtes libre, évidemment, de ne croire qu'à l'homo sapiens des humanistes. Vous auriez tort seulement de prétendre donner au mot le même sens que moi-même, car votre ordre, par exemple, n'est pas le mien, votre désordre n'est pas mon désordre, et ce que vous appelez le mal n'est qu'une absence. La place vide laissée dans l'homme ainsi que l'empreinte du cachet dans la cire. Je ne dis pas que vos définitions soient absurdes, mais elles ne nous seront jamais communes, car je puis utiliser les vôtres et vous ne pouvez vous servir des miennes. Elles vous ont permis parfois d'atteindre un temps à la grandeur, un temps seulement, car vos civilisations s'effondrent au moment même où vous les croyez immortelles, comme ces enfants éblouissants qui portent en eux le germe fatal et ne dépassent pas l'adolescence. Il vous faut alors laisser la place aux buveurs d'encre qui résonnent des siècles sur le désastre, prodiguent les pourquoi et les comment. Vous ne ferez rien de durable pour le bonheur des hommes parce que vous n'avez aucune idée de leur malheur. Me suis-je bien fait comprendre? Notre part de bonheur, en effet, notre misérable bonheur tient de toutes parts à la terre. Il y rentre avec nous au dernier jour, mais l'essence de notre malheur est surnaturelle. Ceux qui se font de ce malheur une idée claire et distincte, à la façon cartésienne, n'en supportent pas seuls le poids. Bien au contraire. On peut même dire que la plus grande des infortunes est de subir l'injustice, non de la souffrir. Vous subissez sans comprendre, s'écriait le vieux Drummond. Telle me paraît l'unique forme de la damnation en ce monde. J'ai vu là-bas, à Majorque, passer sur la Rambla des camions chargés d'hommes. Ils roulaient avec un bruit de tonnerre, au ras des terrasses multicolores, lavées de frais, toutes ruisselantes, avec leur gai murmure de fête foraine. Les camions étaient gris de la poussière des routes, gris aussi les hommes assis 4 par 4, les casquettes grises posées de travers et leurs mains allongées sur les pantalons de coutil, bien sagement. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partaient pour le dernier voyage, la chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table et une femme qui arrive trop tard au seuil du jardin, tout essoufflée, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve. Adios, recuerdos. Vous faites du sentiment, me dit-on.
Dieu m'en garde. Je répète simplement, je ne me lasserai pas de répéter que ces gens n'avaient tué ni blessé personne. C'étaient des paysans semblables à ceux que vous connaissez, ou plutôt à ceux que connaissaient vos pères, et auxquels vos pères ont serré la main, car ils ressemblaient beaucoup à ces fortes têtes de nos villages français, formés par la propagande gambétiste, à ces vignerons du Var auxquels le vieux cynique Georges Clemenceau allait porter jadis le message de la science et du progrès humain. Pensez qu'ils venaient de la voir, leur République. Viva la Repubblica! Qu'elle était encore le 18 juillet 1936 au soir, le régime légal reconnu de tous, acclamé par les militaires. Le fait ne me semble nullement étrange. Après tout, n'importe lequel d'entre nous doit trouver tôt ou tard les ferments qui épuiseront sa résistance, et ces ferments ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'auteur d'Antinéa doit compter plus de 70 ans, et à cet âge, Dieu sait ce qui restera de moi, même si je tiens encore debout, car une extrême médiocrité permet seule de durer aussi longtemps que nos viscères, de mourir avec notre dernier souffle. J'ai souvent pensé que le destin d'un homme public peut être tenu pour clos dès que semblent arrêter par avance les formalités de ses obsèques. Or, j'en demande pardon à M. Maurras, nous savons désormais que les siennes seront une grande manifestation d'union nationale avec les habituels coryphées, M. Jean Renaud, M. Doriot, M. Tétinger, M. Belby, M. Chiappe, M. Tardieu, d'autres encore. On y verra aussi des ombres, M. Jacques Piou, M. Desroulettes, M. Clemenceau, que sais-je, pourquoi pas M. Ribot, M. Jonard, mais on n'y verra pas Drummond ni Péguy, ni moi. Ni moi parce que, vivant, ma place sera plutôt ce jour-là dans quelqu'une des églises de Paris, dont le vieil homme inflexible, son travail achevé, son journal tout frais tiré dans la poche de son par-dessus légendaire, remâchant ensemble les plus hautes leçons de l'histoire et ses rancunes littéraires ou domestiques, a vu tant de fois surgir la grande ombre douce à la pointe de l'aube, avec le bruit des voitures de laitiers. Mort, j'espère aller l'attendre à la porte que j'ignore, bien que nous n'aurions sans doute qu'à étendre la main pour en effleurer des doigts, le seuil si proche, le seuil sacré. La dépouille de l'illustre écrivain, désormais glacée, recevra plus bas les services de M. de Borgniol et les hommages de 20 000 autres borgnols politiques et patriotes. 20 000 borgnols mâles ou femelles, avec leurs insignes, leurs oriflammes, leurs chants guerriers. 20 000 borgnols qui, de génération en génération, depuis un siècle, portent gravement en terre, aux accents de leur Marseillaise, les espérances de la patrie. Mais quelle paix dans les hauteurs! Et c'est la fin du chapitre 2. Et c'est aussi la fin de cette lecture. Les grands cimetières sous la lune. Effectivement, lui et moi, mais je l'ai déjà dit à d'autres moments, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais on peut pas quand même ni qu'il ait une bonne vision, ni qu'il soit intelligent. Un extrait. Vous vous rappelez? C'était l'aube, et dans la nuit, loin de Buenos Aires, très au nord, un homme qui est aujourd'hui vieux rêvait de gens rassemblés et fusillés sur une place, alignés contre un mât, les corps brisés sous les balles des militaires. Federico s'était réveillé en sursaut en nage sous la lourde couverture de laine blanche. Le jour se levait à peine et il faisait très froid, et à Buenos Aires, le coup d'État venait d'avoir lieu, c'était le 24 mars 1976. C'était un mercredi. L'automne argentin et la lumière dorée et les rues semées de feuilles jaunes et roussies, et dans les rues du vert, uniformes, armes et jeep, et au pouvoir les uniformes, un bleu presque noir. Encore que les couleurs ne comptent pas, tout ça s'est passé la nuit. Un coup d'État rondement mené. Isabelita en route pour une prison très au sud, au pied des grandes montagnes blanches, la veuve de Perón, la présidente démise et les uniformes au pouvoir, et au petit matin les gens se sont réveillés en dictature. C'est aussi simple que ça. La radio diffusait les communiqués de la junte les uns après les autres, chaque fois les cuivres pomponnant, une marche militaire puis la voix du speaker, communiqué numéro 1. Le pays se trouve sous le contrôle opérationnel de la junte militaire. Communiqué numéro 2.
Le pays se trouve en état de siège. Interdiction de se réunir sur la voie publique et de propager des nouvelles alarmistes. Et ainsi de suite. Communiqué numéro... Communiqué numéro 8. Le calme règne dans le pays. Les cuivres bonbonnaient. Le calme règne. Il ne s'est rien passé. Les Ford Falcon vertes tournaient dans les rues et la Picanha picanait dans le grand parc. Et le lendemain, un des plus grands quotidiens titrait « Tout est normal ». Voilà, monsieur, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà comment on entre en dictature. C'est un extrait de L'absence est une femme aux cheveux noirs. Emilienne Malfatto, que j'aime beaucoup. Raphaël Roa. Voilà. Je sais pas, je l'avais pris... Je l'ai pris comme ça au dernier moment avec moi et ça c'est... Comme vous savez, j'ouvre toujours au hasard mes livres. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, calme et douce. Et je lis peut-être trop vite Les grands cimetières sous la lune. Beaucoup de références historiques, je ne sais pas si... Moi-même, parfois il y a des noms que je ne connais pas. Non, je ne les connais pas. Certains. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Et donc ça demande quelques recherches quand même. Je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt.